Bonjour Adrien Tavineau. Bonjour André. Voilà. Donc, pour la Tech Zoom de Solutions Magazine, ma première question sera simplement quel est l'intérêt aujourd'hui de participer à une grande messe comme celle-ci qui a lieu chaque année en 2023? L'intérêt, on va dire qu'il est double. Il y a un intérêt, bien entendu, qui est premièrement, je vais dire, commercial, parce que forcément, sur des salons de ce type, comme le FIC ici, ou d'autres, hein, je pense également à CyberSec Europe, qui a lieu à Bruxelles là, le 19 et le 20. L'intérêt pour nous, forcément, c'est d'être présent, de pouvoir finalement montrer, exposer nos solutions à des clients existants, des clients potentiels. Ça permet donc vraiment de mettre en avant les produits qu'on vend. Et également, d'un point de vue, je dirais, donc pas très commercial, également d'un point de vue marketing, ça permet aussi de montrer son logo, d'être présent, parce que il y a également tout l'aspect concurrentiel à prendre en considération. Aujourd'hui, on le voit, ici au FIC, notamment, il y a énormément d'acteurs de la cybersécurité. Et je pense, personnellement, qu'être absent, c'est aussi quelque part se mettre en défaut vis-à-vis du marché. Donc, quelque part, il y a un double intérêt à mon sens. Alors, le sujet du site aujourd'hui, la question a été posée, Cloud We Trust. Aujourd'hui, que pensez-vous cadre du cloud, de la relation cloud et sécurité? On parle de plus en plus d'ailleurs de cloud souverain et de sécurité. Le cloud, c'est indéniable que c'est maintenant aujourd'hui un sujet qui est vraiment, on va dire, un sujet chaud. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se délocalisent vers le cloud, qui arrêtent d'utiliser, on va dire, des instances en local. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons qui sont très pratico-pratiques, des raisons de coût, des raisons de maintenance, des raisons finalement de ressources qui sont utilisées pour des activités qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Donc, on s'externalise vers le cloud parce qu'à ce moment-là, c'est le prestataire qui va prendre en charge tous ces éléments-là. Par contre, il faut garder en tête que dans le cloud, une entreprise a beaucoup moins la main mise sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cloud explose, c'est super, surtout pour les PME, ça faut être honnête. Mais il faut quand même se poser la question des aspects, on va dire, de gouvernance et de cybersécurité quand on vient parler du cloud, parce que où est-ce qu'on met ses données, où est-ce qu'on va mettre aussi sa sécurité, comment est-ce que le cloud est sécurisé. Aujourd'hui, pour être tout à fait franc, en Europe, on est un petit peu le parent pauvre de la cybersécurité. Il y a beaucoup de choses qui se font chez les Américains. On ne va pas citer de nom, il y a beaucoup de choses chez les Américains. Il y avait, fut un temps, beaucoup de choses également, on va dire, outre-Oural. L'Asie également se développe de manière très, très forte. Aujourd'hui, sur la question de la cybersécurité, il y a également des réglementations qui existent en Europe. Il ne faut pas les oublier. Parce qu'on a une manière de fonctionner qui est un peu différente de nos homologues américains, nos homologues asiatiques. Et donc, je pense que la question d'un cloud, mais d'un cloud européen, elle est nécessaire. Et travailler avec des acteurs européens aussi, c'est nécessaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on part dans le cloud que soudain, toutes nos problématiques vont être réglées. Certes, ce que je disais juste avant, les problématiques de gestion, de maintenance, de mise à jour, etc., ça, on s'en détache. Mais la question de la sécurité, elle reste centrale aujourd'hui plus que jamais. Et dans le cadre des activités des aides aujourd'hui, au niveau de la sécurité, est-ce que le type de solution apportée a tellement changé que c'est réalisé? Bien sûr, on évoquait juste avant la question du cloud. Le fait qu'aujourd'hui, maintenant, on propose des solutions également qui offrent depuis maintenant 4-5 ans, des solutions qui offrent finalement des possibilités de gestion via une interface cloud. Le fait également, aujourd'hui, on propose des solutions qui viennent sécuriser aussi des environnements cloud, typiquement Office 365. C'est des choses que tous les éditeurs ne font pas aujourd'hui. La protection d'environnement, surtout de messagerie, elle est centrale, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que structurellement, les manières de travailler, elles ont évolué. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en télétravail, on fait beaucoup plus de travail à distance. Donc, on va utiliser beaucoup plus d'outils collaboratifs. Alors, voilà, pour les citer, Exchange, Teams notamment, c'est des canaux, c'est des vecteurs d'attaque qui sont très forts. Aujourd'hui, on le voit, nous, on a des équipes de recherche chez E7. Il y a même plus d'un quart des cas d'attaque qui, notamment pour les PME, qui prennent quelle forme? Assez simple. C'est quelqu'un qui a cliqué sur une pièce jointe, qui a exécuté une pièce jointe qu'il a téléchargée. Et il s'avère que c'était une campagne finalement de spam, de phishing. Et il y a un ransomware qui se déclenche.
Pourquoi? Parce que oui, il y a la question de l'éducation des gens, des collaborateurs, ça c'est indéniable, c'est central aussi, mais la question de la sécurisation finalement des outils, elle doit être aussi centrale, elle doit être remise en question. Même si Microsoft propose des environnements de travail qui sont exemplaires et qui sont utilisés, qui aident les entreprises, la question de la sécurité, elle doit quand même se poser. Donc, les solutions, elles ont évolué. Également, il y a quelques années, on parlait surtout de protection antivirus, entre guillemets. On n'aime plus trop ce terme, nous, dans le métier aujourd'hui. On parle de solutions ou de suite de sécurité, parce que l'antivirus, tout le monde a bien compris que c'était quelque chose qui était essentiel, qui était primordial. Sauf qu'il y a également une évolution, un développement finalement des menaces qui s'est passé concomitamment avec finalement cette évolution structurelle des manières de travailler que j'énonçais juste avant. Et donc forcément, il y a d'une part un périmètre d'exposition, un périmètre d'attaque qui est plus large, mais également on fait face à des menaces qui sont beaucoup plus pointues. Donc forcément, les solutions, la recherche et développement, on va dire pour les éditeurs de solutions de sécurité, elle doit être importante. On doit mettre en place des solutions qui vont intégrer des nouvelles technologies. Alors typiquement, on entend beaucoup parler de EDR, XDR, d'intelligence artificielle, d'analyse comportementale. C'est des choses qui sont tout à fait valables et qui sont aujourd'hui, encore une fois, plus que jamais cohérentes. C'est des choses avec lesquelles nous, on travaille. Chez SET, la partie R&D, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on a 13 centres de recherche et développement dans le monde. Donc, on a aussi une manière d'aborder la question qui est différente, parce que nos chercheurs, ce n'est pas uniquement des chercheurs qui vont développer des solutions, mais c'est également des chercheurs qui ont... c'est des académiciens, en fait. Ils vont travailler sur des vraies questions de hacking, de cybercriminalité. C'est des gens qui ont été amenés à collaborer avec le CERT, le gouvernement ukrainien, lors du déclenchement du conflit russo-ukrainien, et qui ont permis finalement de découvrir des nouveaux malwares et de les stopper. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que toute cette partie-là qu'on appelle la threat intelligence, c'est quelque chose qui aujourd'hui beaucoup d'éditeurs font, qui est très bien, mais c'est quelque chose qui doit être également remis un petit peu au centre des discussions. Et donc au-delà des classiques solutions endpoint, EDR, XDR, on peut proposer également des services de cyber threat intelligence. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises et d'agences gouvernementales qui sont sensibles à ces questions-là aussi, histoire d'avoir des éléments plus prédictifs. Alors, en termes de clients, je parlais d'agences nationales ou Bien sûr. De grandes entreprises, est-ce que vous avez des profils clients types? Pour être honnête, on n'a pas vraiment de profil client type. Alors, cela dit, la majorité de nos clients, ça reste quand même on va dire de la PME. Donc, de la PME, on va dire entre 10-15 personnes jusqu'à, je ne sais pas, 300-400, donc jusqu'à de la PME très correcte, pardon. Ça, c'est la majorité de notre clientèle. Après, on ne se développe pas uniquement sur un secteur d'activité donné, sur un type de marché, sur un vertical donné. On va aussi bien travailler avec des entreprises du domaine de l'industrie que du service, que du secteur public, que ce soit de la santé, de l'éducation. Donc, on est vraiment très large. On n'a pas d'un focus, comme je disais, sur un seul vertical. Depuis de longues années, vous êtes travaillé justement sur la recherche cybersécurité. Mais la question est de savoir comment projetez-vous cette recherche dans les 10 années à venir? C'est une question qui est très, très intéressante. C'est une super question, pour être honnête. Je pense, c'est pas moi qui prends les décisions, mais je suis convaincu qu'il y a un vrai travail à faire entre, on va dire, les éditeurs, on va dire les fournisseurs en termes généraux et les clients. Il y a un vrai travail de collaboration en fait à effectuer. Et je pense que ce que nous on a fait en termes de R&D avec par exemple le CERT en Ukraine, c'est quelque chose qui devrait, en mon sens, qui doit être répliqué ailleurs, parce que le fait de travailler justement sur des problématiques qui sont très critiques comme la cybersécurité, ça doit s'accompagner finalement de la collaboration avec des instances gouvernementales. Par exemple, en France avec l'ANSSI, en Belgique avec le CCB, des instances de ce type-là. Et je pense qu'il y a vraiment, je vais dire, un segment à creuser à ce niveau-là. Alors peut-être que c'est utopique de ma part, mais l'idée derrière, c'est vraiment
De renforcer finalement, je vais dire, l'appétence pour les agences gouvernementales et les entreprises à la cybersécurité. Et l'idée, c'est vraiment ouais, de faire évoluer aussi les mentalités à ce niveau-là. Et je pense que ça passe aussi par une R&D qui est forte et une R&D qui n'est pas uniquement centrée autour de produits ou de services qu'un éditeur va proposer, mais qui va justement venir s'immiscer dans des questions qui vont être peut-être plus liées au quotidien des entreprises et également des utilisateurs privés. Et dans le cadre des utilisateurs privés, des solutions existent en termes de cybersécurité? Il y a des solutions qui existent, alors que ce soit chez nous ou ailleurs. Bien entendu, vous allez avoir des antivirus. Alors aujourd'hui, encore une fois, que ce soit pour les entreprises ou pour les utilisateurs privés, pour les particuliers, ces antivirus-là, ils ont évolué naturellement. Aujourd'hui, des antivirus pour les particuliers, vous pouvez en avoir pour, on va dire, protéger votre utilisation quotidienne du web avec des éléments qui sont beaucoup plus avancés. Par exemple, qui vont intégrer ce que je disais tout à l'heure, de l'analyse comportementale, du sandboxing, des éléments de ce type. En parallèle de ça, les utilisateurs particuliers, ils sont quelque part aussi très exposés parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les clés pour répondre, on va dire, aux challenges de cybersécurité qui se posent à eux. Et bien évidemment, la question des pratiques en termes de cybersécurité, elle est très importante. Le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors, aujourd'hui, ça peut être un peu une question, on va dire, épineuse parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires de mots de passe. On le voit, hein, on l'a vu, qui se sont fait toucher. Et il y a eu vraiment des piratages, des catastrophes. Mais vraiment, la question des bonnes pratiques, elle est importante. Des trucs très simples, donc avoir un antivirus qui soit pas juste un antivirus, d'avoir une suite de sécurité complète, avoir une utilisation avec des mots de passe forts, le fait de chiffrer, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des solutions de chiffrement qui existent. Le fait de chiffrer simplement ces fichiers, ces données, c'est très important. Et je pense que sur des entreprises, on peut mettre plus facilement en place des garde-fous avec des outils. Par contre, je pense que pour des utilisateurs, des particuliers, dans le cadre de la situation actuelle, par exemple, parce qu'on ne va pas travailler avec des normes de certification, et que certains systèmes qui ne sont pas compétents dans le résultat puissent être éliminés. Ce serait, je pense, une excellente chose de mettre en place un système de certification et de normes, quelque part une forme de classification qui pousse finalement à l'excellence. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais je pense néanmoins que, en tout cas pour les utilisateurs privés, il y a une vraie question d'éducation aussi qu'il faut mettre en place. Et pas uniquement pour leur donner, pour vraiment ce qui les concerne personnellement. Et quand je dis ce qui les concerne, parce que là, on reste sur des choses qui sont très vagues, mais je parle de leur donner carte d'identité, données bancaires, etc. Donc, pour ça, d'une part, mais également tous ces utilisateurs, on va dire, particuliers, privés, ils travaillent aussi dans des entreprises. Et donc, le fait d'être bien éduqué, c'est des comportements positifs qu'ils vont pouvoir répliquer aussi. Mais effectivement, la question des normes, elle est essentielle. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, il y a déjà beaucoup de normes qui sont en place, mais peut-être que renforcer ce système, effectivement, c'est quelque chose qui aurait, à mon sens, du sens, qui aurait du sens. Et dans le cadre des aides au-delà des 13 centres de recherche, oui. Quel système d'application vous verriez dans les prochaines années arriver sur le marché? Quel système d'application vous verrez sur le marché au niveau de cybersécurité? La question toujours, c'est d'élargir finalement le scope de ce qu'on peut protéger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vraies thématiques qui sont centrées autour de l'IoT, donc les objets connectés. Alors souvent, les exemples un peu bidons qu'on donne, c'est le frigo connecté, mais c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures qui arrivent, voitures connectées qui arrivent. Donc ça, c'est pour plutôt pour toujours la partie domestique. Pour la partie professionnelle, il y a des vrais questionnements autour finalement de ce qu'on appelle la cybersécurité de la chaîne d'approvisionnement pour les industries, pardon, les entreprises de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être un industriel, vous pouvez être complètement sécurisé si vos fournisseurs, eux, ne sont pas sécurisés et qu'ils prennent une attaque qui ne peut pas vous fournir des matières premières, vous êtes mis en porte-à-faux vis-à-vis de vos clients. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et le troisième sujet, qui est un sujet un peu chaud, mais qui est tout de même lié finalement aux évolutions techniques, c'est aussi l'IA. Parce que forcément, des questions comme l'IA et des questions comme l'IoT vont être à un moment donné unies, vont être réglées. Bon, il va y avoir des overlaps. Parce que l'IA je pense, l'IA va venir un petit peu pointer le bout de son nez sur les objets connectés, histoire de faciliter la vie. C'est des choses
on commence à, on va dire, on a des balbutiements d'IA, hein, quand on a des assistants domestiques, domotiques, on va dire, avec des commandes vocales, des choses comme ça. C'est aussi, on va dire, il y a une partie d'IA, mais qui est très faible. Et donc, je pense que l'idée, ça va être plutôt de protéger ces éléments-là. Ceci étant dit, l'IA, c'est pas les gens qui voient ça un petit peu comme un espèce de, je sais pas, fantasme de cybercriminalité. Je pense pas qu'on en soit à ce niveau aujourd'hui, parce que aujourd'hui, une IA, elle doit quand même avoir, elle répond à un input humain. Donc, il y a quand même la question humaine qui est là, et je pense que tant qu'il y aura cette question humaine, il y aura toujours, on va dire, un garde-fou. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être protégé, hein, ce que je disais juste avant. Il va falloir protéger, se pencher sur la protection, on va dire, de ces éléments-là, les thématiques autour de la protection de l'IA. Mais non, l'IA, on est encore loin de Skynet, de Terminator. Donc, on aura encore de belles et heureuses surprises dans les prochaines années. Oui, ça c'est clair, je pense, oui. Eh bien, voilà. Mais en tout cas, merci à Merci Trino de EZ de nous avoir éclairé sur pas mal de sujets quand même.